Et on passe maintenant à un autre livre que je considère un petit chef-d'œuvre. Pardonne-moi si je dis petit. Je dis petit seulement pour ne pas me gonfler, parce que j'ai toujours l'habitude un peu d'exagérer les choses. Tout le monde me connaît. Et attention, l'exagération est la forme la plus haute de la rhétorique pour dire la vérité. Parce que comme dans les messages, une partie se perd, ce qu'on appelle la redondance, Michel me comprend très bien, alors si tu augmentes un peu, tu dis la vérité. Parce que la perte, donc vérité gonflée, moins perte, c'est vérité vraie. Alors, un petit chef-d'œuvre. Pourquoi? Donc, il y a dans ces livres, dans le livre de ma collection, il y a toujours une petite histoire. Un jour, un grand ami à moi, un grand linguiste de Sorbonne Paris Nord, qui s'appelle Salam Ejri, d'origine tunisienne, l'un des plus grands linguistes de ce qu'on appelle le figement. Comment la langue se fige au fur et à mesure, le long des millénaires, pas des siècles. Et il me dit, un ami qui m'a dit que l'un de ses élèves voudrait publier un livre avec toi. De quoi il s'agit? Il me dit, je sais que c'est les voyelles de Rimbaud, c'est tout. Puis il m'écrit en me disant que c'était un élève de M. Souté, Olivier Souté, grand prof de linguistique à Sorbonne. Et comme j'ai écrit 4 livres sur Rimbaud, ben, j'étais très intéressé à savoir comment on pouvait écrire un livre sur un sonnet. Un livre sur 14 vers, intitulé Voyelles, les célèbres Voyelles de Rimbaud. Vous savez que Rimbaud, à part l'immense écrivain que l'on sait, unique dans l'histoire, parce qu'il a tout écrit tout jeune, entre 14 et 17 ans, et dans ce poème Voyelles, il atteint vraiment le maximum de la poésie, parce que surtout les 3-4 premiers vers, où il associe les sons aux couleurs, il est en avant de 100 ans sur les découvertes que l'on fera après. Maintenant, avec les micro-machines, on est capable de voir les couleurs, des couleurs qui sont au fond de la matière et des atomes. Non, Rimbaud le voit, le comprend, qu'il y a un langage des couleurs dans les voyelles. A, c'est une couleur, I, c'est une autre couleur, U, c'est une autre couleur, O, c'est une autre couleur. Donc, il y a quelque chose. Bien sûr, il n'y a pas les instruments physiques, de la physique pour le montrer. Mais pour nous, ça n'a aucune importance. C'est l'illumination, justement. Et c'est l'une de ces 2 œuvres qui s'appelle Illumination, titre donné par Verlaine, par lui, pas par lui. On a tendance à oublier tout ça. Et donc, immédiatement, je me suis mis en contact. Envoie-moi le livre. Comme ça m'arrive souvent, illumination, intuition, le livre m'a beaucoup plu, et c'est un livre très très important. J'insiste, parce que Rimbaud n'est pas un poète quelconque. On ne peut pas dire des conneries autour de Rimbaud, pardon, si j'emploie un mot vulgaire. Il faut pénétrer le texte, il faut le lire et relire. J'ai quelqu'un devant moi, Michel Arumi, qui a écrit plusieurs livres sur Rimbaud, de façon différente par rapport à ma lecture, mais qui peut me confirmer que Rimbaud est une sorte de trésor inexploré toujours. Tu relis un poème de Rimbaud et tu trouves. Tout cela arrive seulement pour les grandissimes. Les grands, les très grands, lancent une petite pépite, une petite herbe, et cette herbe est éternelle. Elle s'autoproduit à tout moment. Elle produit des sens, des nouveautés, des interprétations. On finira jamais
d'interpréter Homère. Impossible. Et toutefois, on a presque tout dit sur Homère. Non, non. Homère est tellement éternel que sa voix se dédouble et se métamorphose tout le temps. Or, les voyelles de Rimbaud sont un peu comme ça. Et évidemment, il était particulièrement inspiré quand il a écrit ça, parce que c'est quoi au fond? C'est la traduction en peu de vers d'une série de visions. De visions impossibles, tout à fait inédites, qui ne pouvaient pas copier ailleurs. Parce que vous savez, nous les poètes, je lui-même moi aussi, tous les écrivains sont comme ça, mais surtout les poètes ont toujours des sources. On lit ma poésie, on dit, bah, tu me rappelles Garcia Lorca, d'autres disent, ah, tu me rappelles Ungaretti, on me l'a dit, bah, ça rappelle Leopardi. Pas du tout. Mais il y a moi, comme dans l'écriture de Christine, comme dans l'écriture de Barnabé, de Michel et de Nicole, il y a des réminiscences, il y a nos lectures, notre culture, elle est là, elle est là. Donc, Rimbaud aussi faisait cela. Mais, ce qui est étonnant, c'est que Rimbaud est toujours en avant, en avant, en avant, en avant, à tel point que l'on pense qu'il n'a plus écrit parce qu'il avait porté la poésie à la limite extrême, il n'y avait plus rien à dire après. Pas du tout, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas cela. Il y a d'autres raisons dont on n'a pas le temps d'en parler. Mais je vais insister sur l'importance de ce livre qui, bizarrement, a comme première ligne la construction du sens, qui est le titre de l'un de mes livres. Moi, c'est la construction du sens dans le dictionnaire. Lui, c'est la construction du sens dans le sonnet voyelle d'Arthur Rimbaud. Donc, faire et livre de 14 vers pour illuminer la grandeur de Rimbaud, et il faut en avoir dans la tête. Il faut avoir une capacité de lecture unique et de fait, à tel point que j'ai tellement aimé ce livre que 3 mois après, il me dit, j'ai un autre livre collectif sur le silence, sujet encore plus difficile. Eh bien, le livre, tu l'as ici. Oui. Je viens de le publier et je lui ai apporté le premier exemplaire ce soir. Donc, merci Jorge. Je n'ai rien dit de lui, il est professeur de littérature française, bien sûr, à l'université de Las Palmas, dans les Canaries. Donc, il se baigne tous les jours. Alors, à toi la parole. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment très ému. Je préfère vous lire le texte que j'ai préparé parce que je pense que ça ira plus vite. Alors j'ai mis comme titre l'invitation au voyage de voyelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être ici dans cette soirée poétique si passionnante, si fédératrice et si originale. Je remercie le professeur Giovanni Dottoli très vivement de m'avoir invité à venir ce soir auprès de vous, faire une petite présentation de mon travail. Je suis enseignant de littérature, ou plutôt poète non pratiquant, à l'université de Las Palmas, aux îles Canaries, et je suis également chercheur en linguistique française. Mon travail et ma vie essayent d'articuler cette si subtile relation, si chère à nous tous, entre la langue et la littérature. C'est pour cette raison que je me suis intéressé spécialement à ce sonnet, voyelle, d'Arthur Rimbaud, en particulier parce qu'en effet, il exerce un pouvoir d'attraction remarquablement énigmatique. Tous les ans, je présente ce poème dans mes cours de littérature française et je dois dire que chaque année, dans chaque présentation, il y a une couche de sédiments interprétatifs qui s'y déposent en le rendant de plus en plus riche et intéressant. Depuis sa publication, ce sonnet a attiré énormément de savants et des critiques qui se sont penchés sur les symboles, sur les images ou sur les interprétations que tout un chacun pouvait y retrouver. Pour vous présenter ce volume, donc, je peux dire que mon travail se présente en 3 parties. Premièrement, une introduction linguistique à la sémantique de base de la langue,
savoir ce que c'est le signifié, le sens des mots et des textes. Il me fallait bien évidemment avoir une assise assez solide de ce point de vue-là, parce que j'envisage la littérature comme une espèce d'aboutissement de la langue, de sublimation de la langue, en partant d'abord des mots qui construisent ensuite des textes pour en arriver à des poèmes, par exemple. Et chez Rimbaud, ce sont des poèmes d'une beauté époustouflante, comme c'est le cas des voyelles. Alors, dans cette triple constitution pyramidale, mots, texte, poème, dans cette élévation, j'ai essayé d'expliquer comment ce passage, cette sublimation se produisait, ce qui n'est certes pas une mince affaire. Donc, une fois que j'ai plus ou moins établi un sens de base, un concept de sens qui pouvait être rassurant, fonctionnel, solide et d'ailleurs assez intuitif, je me suis intéressé à voir comment ce sens pouvait naître, pouvait se construire dans ce poème. Et pour cela, mon travail de chercheur, qui s'est longuement développé sur le raisonnement, sur les inférences, sur la logique textuelle en général, m'a invité à essayer de comprendre quelle était la logique que Rimbaud avait appliquée à son sonnet. Et pourquoi ce sonnet-là, jusqu'à présent, avait-il provoqué tellement d'interprétations aussi différentes les unes des autres, et parfois même contradictoires. J'ai donc fini par comprendre que dans Voyelles, Rimbaud nous invite à un formidable jeu poétique dont l'éblouissante norme implicite est celle d'apprendre les règles du jeu en même temps qu'on joue. La deuxième partie de ce livre explique comment, à un moment donné, il m'est arrivé que, comme j'étais en train de faire une recherche d'un tout autre type sur la littérature latine, sur les textes latins, j'ai trouvé un auteur, Caius Lucilius, un grammairien et auteur de l'époque archaïque du latin, qui avait proposé un texte qui m'a tout de suite interpellé et qui m'a bouleversé parce que ce poète, inventeur de la satire, du genre satirique tel que nous le connaissons, eh bien Lucilius parlait des voyelles latines. Et il y énonçait un certain nombre de considérations qui m'ont tout de suite fait penser au problème de voyelles de Rimbaud. Et j'ai compris qu'en effet, le fait que Rimbaud ait été un grand latiniste et un grand helléniste m'invitait à penser qu'il avait dû parcourir le texte de Lucilius et que ces textes-là avaient laissé une trace indélébile dans son esprit, au point qu'à un moment donné, quand il a décidé de se pencher sur ce sonnet, au point de vouloir l'écrire, je crois bien, et j'ai même la conviction qu'il a pensé à cet intertexte latin que vous trouvez dans ce volume et qui dit comme ça: A primum est, inc incipiam. A est la première lettre. Je commencerai par là, par le A. Dès que j'ai lu l'ensemble du fragment, j'ai vu vraiment cette révélation qui m'éclairait d'un jour nouveau, le sonnet de Rimbaud. Et cela m'a ébloui vraiment. Donc, j'ai compris que dans Voyelles, il y avait une trace vocale de ce poète latin, mais qui, bien sûr, Rimbaud était allé bien au-delà, car il a su s'y montrer remarquablement original. Lucilius n'a été que le prétexte pour nous régaler ensuite d'un sonnet absolument extraordinaire, merveilleux, véritablement sublime. Enfin, la troisième partie de mon analyse est justement l'interprétation littéraire de ce fameux sonnet. Pour ce faire, j'ai lu tout ce que j'ai pu à propos des interprétations précédentes et j'ai essayé de voir, à la lumière de cette découverte latine, comment on pouvait interpréter d'une façon aussi cohérente et pertinente que possible ce célèbre sonnet. Et je suis parvenu à découvrir des images vraiment insolites qui m'ont énormément surpris, pour arriver à la conclusion qu'en effet, ce poète est réellement extraordinaire et que Voyelles est un texte absolument ravissant, techniquement et esthétiquement. Je suis revenu donc à mon cours de littérature et me suis rendu compte que, en réalité, Voyelles n'est pas un poème dont on peut dire tout et presque n'importe quoi, ce qui est un grand risque pour la littérature en général, mais qu'on peut y dire quelque chose dans la consonance, dans la concordance, dans l'accord, voire même dans la confabulation avec le poète qui l'a écrit. Et donc mon idée a été
de me rapprocher le plus possible de cet esprit, avant la lettre, de cet esprit de Rimbaud, et de m'identifier à son parcours poétique, avant l'écriture de Voyelle, mais mettre un peu dans sa peau ou dans son âme. Or, c'était justement à travers les termes du sonnet que j'ai essayé de remonter un peu la filière pour parvenir à comprendre ce qu'il avait poussé à proposer exactement ces images-là, bien concrètes, bien précises, et de plus à y trouver une cohérence mélodieuse, une harmonie interprétative, de telle sorte que chaque voyelle et toutes les voyelles y produisent un tout poétique vraiment ravissant, éblouissant, sublime. La vérité est que dans Voyelle, le fait que je sois aussi passionné par le poème me pousse déjà beaucoup à essayer d'y entrer le plus possible, de voir comment il respire. Et les schémas logiques que j'y propose me permettent de montrer à quoi ressemble ce souffle, cette respiration poétique, comment elle fonctionne. Un cher lecteur d'exception de ce livre m'a écrit ce qui suit, et je voudrais le citer. Ce voyage dans l'esprit du jeune Rimbaud que vous nous invitez à faire dans votre essai nous fait voir non seulement se dessiner devant nous cet immense univers esthétique, mais nous fait voir surtout la manière dont un tel univers est possible. Je voudrais donc finir cette invitation au voyage de Voyelle en vous rappelant les mots que j'ai écrits à l'une de mes étudiantes du cours de littérature. Je lui dis « Je suis très heureux que tu te souviennes si bien de nos cours, et de celui de Voyelle en particulier. Justement, ce livre est dédié et dédicacé à celles et ceux qui ont été mes étudiants dans cette matière, et à l'étonnement qui les a médusés lorsqu'ils ont réalisé la surprise que Rimbaud nous a réservée pour toujours. C'est vraiment merveilleux, et je suis vraiment très heureux que ce livre, tel qu'il est écrit, avec tant d'enthousiasme et avec tant d'amour pour la poésie et la littérature, ait maintenant vu le jour et soit ici présenté ce soir à Paris. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment heureux parce qu'il y a vraiment un dialogue, vous voyez, de plusieurs typologies, méthodologies de lecture, plusieurs formes d'enthousiasme, parce que lire Voyelle, il faut de l'enthousiasme, il faut une force, non seulement mentale, mais aussi physique, parce que je vous assure que c'est un texte d'une immense difficulté. Je l'ai dit avant, un coffre, un trésor dans lequel on peut tout trouver, mais il faut chercher pour trouver. Et si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et seulement les grands linguistes littéraires comme Jorge peuvent chercher et après trouver.